Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Lashkar. Bonjour Sylvie. Bonjour Roland, bonjour Et Jules. ensemble, on va parler d'un sujet dont tu es une des grandes expertes en France, les réseaux sociaux, leadership et réseaux sociaux, comment construire des stratégies innovantes pour les dirigeants à la fois pour son entreprise, mais également pour son personal branding. Sujet très riche à l'heure des fake news et de la désinformation, comment est-ce qu'on réussit à garder de l'authenticité tout en étant efficace. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors vous êtes toujours aussi incroyable, vous êtes 327 inscrits aujourd'hui, vous étiez également très nombreux, plus de 300 pour écouter la semaine dernière Vincent Giolito, qui est professeur et chercheur à l'EM Lyon, sur le vieux thème, mais toujours très d'actualité, de servant leadership, un concept qui date des années 1970, qui a été créé par Monsieur Goodleaf, qui était ingénieur chez AT&T aux États-Unis en 1970 et qui retrouve toute sa pertinence dans les organisations actuelles. Voilà, vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive est un éditeur de logiciels. C'est une plateforme de management qui permet de gamifier l'ensemble des activités au service de la performance. Et on a le plaisir d'annoncer un grand partenariat avec Captain Cause, une magnifique initiative lancée par Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui permet de gamifier, de créer des challenges au profit d'associations où chaque collaborateur gagne ses points et ensuite les collaborateurs vont pouvoir dépenser, enfin donner les points à l'association de leur choix. Il y a plus d'une centaine d'associations, dont la Fondation de France, dont la Fondation Good Planet, dont Emmaüs. Voilà. Et Incentive a décidé pour cette opération de contribuer à hauteur de, pour 1000 € que vous donnez à vos collaborateurs, vous distribuez à vos collaborateurs pour qu'ils puissent faire des dons dans le cadre des challenges que vous lancez, Incentive contribuera à 100 € supplémentaires pour les associations qui ont été sélectionnées. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé pour lancer une opération performance et solidarité en cette belle fin d'année. Voilà, la page de publicité est terminée. On travaille voilà, dans une vingtaine de pays pour des comptes assez différents. La page de publicité est terminée. Et on va maintenant peut-être dresser ton portrait, Sylvie. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire la bio résumée de Sylvie? Oui, Sylvie Lashkar, vous êtes diplômée d'un master en informatique et marketing de l'université Paris-Sud, spécialiste du marketing, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Vous évoluez depuis 34 ans au sein des plus grandes sociétés technologiques dans des rôles de marketing, management, de partenaire, business development et formation. En 2006, vous rejoignez SAP, où vous y travaillez maintenant à la direction du programme de social selling de SAP Global, où est organisée la communication digitale de l'équipe Global SAP Industries and Customer Advisory. Entrepreneuse, vous sillonnez le monde pour former les équipes commerciales à l'utilisation des réseaux sociaux. Votre premier livre, Le Social Selling expliqué à mon boss, paraît en 2015, suivi du second Mastering Social Selling Like a Boss en 2017. Et le troisième, Le confinement expliqué à mon boss en 2020. Vos livres sont informatifs, remplis de conseils pratiques, avec de très belles illustrations. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à poser vos questions à Sylvie qui répondra à la fin de l'entretien. Merci. Alors Sylvie, tu parcours le monde, tu es une des grandes spécialistes du social selling et de la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Quand on interroge les patrons aujourd'hui, plus de la moitié d'entre eux estiment qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ont pris du retard. Comment est-ce qu'on explique ça et d'où vient ce retard Est-ce que toi, tu observes ça dans l'écosystème dans lequel tu évolues? Est-ce que tu observes aussi ce retard des grands patrons français? Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est une question de temps aussi. Beaucoup de patrons sont dans la journée à
à courir après le temps pour faire progresser leur entreprise. On a une course à la croissance, une course de plus en plus d'acteurs, de moins en moins de ressources pour délivrer, ce qui fait que utiliser quelque chose qu'ils ne connaissent pas et se poser un moment pour comprendre comment le faire, c'est compliqué, c'est remis au lendemain. C'est souvent aussi vécu comme des outils, comme on dit en anglais, nice to have, hein, c'est-à-dire c'est bien, mais c'est pas primordial, on peut s'en passer tant qu'ils n'ont pas compris en fait le bénéfice. Alors pour rattraper le retard, faut simplement le décider et se faire accompagner. Ça peut aller très vite, hein, moi c'est ce que je fais tous les jours au sein de mon entreprise et pour certaines entreprises à l'extérieur hein, qui me le demandent, je les aide à comprendre l'intérêt et à comment s'y prendre et par où commencer. La grande question, c'est par où commencer. On parle beaucoup de contenu, mais il n'y a pas que le contenu, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer. Et finalement, si les patrons ne l'utilisent pas tellement, ils l'utilisent quand même en tant que lecteurs. C'est-à-dire qu'ils s'en servent pour faire des recherches ou pour regarder ce qui se passe, mais ils ne sont pas acteurs proactifs finalement pour promouvoir et créer la relation. Alors en tant que lecteur, en tant qu'observateur, on voit du meilleur, on voit aussi du pire. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'être un peu ridicule en cherchant à se mettre en avant et ne sachant pas très bien comment faire, avoir une tonalité qui ne correspond pas à la tonalité qui va marcher sur LinkedIn? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte du débutant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une crainte de faire du moi. On sait très bien, on a des personnes qui sont très introverties, des personnes qui sont très extraverties, donc qui ont l'habitude de parler en public. Donc, en fait, il faut dédramatiser tout ça. Expliquer que d'abord les gens attendent hein, qu'on leur parle et qu'on leur explique et qu'on les écoute. Oui, ça fait partie des choses qui sont des freins pour les entrepreneurs et pour les patrons d'entreprise, à quel niveau que ce soit. Alors on a des patrons emblématiques comme Pascal Dumurger de la Maïf, qui lui communique énormément, ou Michel-Édouard Leclerc, qui sont des grands communicants, qui ont plusieurs centaines de milliers de followers. Et puis on a des patrons qui sont complètement absents. Finalement, est-ce que c'est important? Parce qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la présence d'un patron sur les réseaux sociaux et puis la performance de l'entreprise. En tout cas, elle n'a pas encore été démontrée. Finalement, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour un leader d'être présent et de communiquer sur les réseaux sociaux? Comme je l'ai dit avant, il faut savoir quand même que dans les processus d'achat, vous avez beaucoup d'acheteurs et de CXO qui regardent déjà ce qui se passe dans le monde digital, hein, sur le web, en ligne, avant même de contacter le moindre fournisseur. Donc, l'objectif, c'est quand même d'être visible et de se rendre visible. Donc, les réseaux sociaux sont une manière hein, de se rendre visible. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens de créer de grandes campagnes marketing pour se rendre visible. Et puis, c'est aussi de créer un lien continuel avec ses clients. On sait très bien que quand on envoie un email ou qu'on passe un coup de fil ou qu'on voit quelqu'un dans un séminaire, c'est on et off. Hein. Une fois qu'on l'a quitté, il n'entend plus parler de nous. Finalement, le réseau social permet de créer une continuité dans la relation, de créer une confiance aussi, de montrer son expertise, d'éduquer les clients, de montrer aux clients qu'on les écoute et qu'on s'intéresse aussi à leur propre marché, à leur propre succès. Voilà, et le rôle d'un leader, de toute façon, un leader dans la vie de tous les jours, il communique. Hein. Avant, on faisait beaucoup de communiqués de presse, on faisait beaucoup d'expositions où le leader se met en scène et parle de son entreprise et parle de ses clients. Bon, là, ça se fait autrement, par un autre vecteur. Finalement, dire qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est comme dire qu'on ne voyage qu'en train et jamais en avion. C'est un vecteur supplémentaire qui permet d'être plus efficace dans certains cas.
Alors, on a dans notre auditoire des chefs d'entreprise, des managers. Quels sont les freins auxquels on se heurte quand on veut déployer une politique structurée de réseaux sociaux? On voit dans beaucoup d'entreprises, finalement, c'est laissé, alors il y a des injonctions, il y a des conseils, mais finalement, c'est laissé beaucoup à la liberté de chacun, parce qu'il y a toujours cette ambiguïté entre est-ce que tu vas publier en tant qu'employé de SAP ou est-ce que tu vas publier en tant que François Durand, personne individuelle, libre. Finalement, ce compte LinkedIn, il est à la fois un compte personnel et un compte professionnel. Comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, on engage et quels sont les freins auxquels on se heurte et comment est-ce on les dépasse? Alors déjà, le côté compte personnel dans une utilisation professionnelle, bah, on est tous une même personne, hein. On est à la fois un professionnel et on a une vie personnelle. Et on fait la plupart du temps quand même quelque chose qui nous ressemble, qui correspond à notre personnalité. Donc tout ça est un mélange. Donc finalement, dans les réseaux sociaux, c'est pareil. Il n'y a pas de raison de séparer comme ça le monde personnel et professionnel. Et au contraire, montrer sa personnalité, c'est comme ça qu'on signe parfois de beaux contrats, pas seulement par la, le, la qualité des solutions qu'on vend, mais aussi par la manière dont on les vend, la manière dont on interagit et l'expertise qu'on montre et la confiance qu'on montre. Alors dans l'entreprise, tout changement est un effort, hein. Ça veut dire faut du temps. Et la plupart du temps, on n'a pas de temps. On court, et on n'a pas de temps. Sauf que quand on comprend bien que en se posant un petit peu, en créant une stratégie et en mettant en place un certain nombre de réflexes, on gagne du temps. Donc, c'est aussi au manager, effectivement, de montrer l'exemple et de dire, voilà, moi, je vais le faire, je vais prendre ce temps. Je vous offre aussi ce temps pour réfléchir à la manière dont vous le faites. Et puis former, expliquer l'efficacité de l'utilisation de ces outils, montrer des exemples de personnes qui réussissent. Et, et vraiment, c'est pour ça que ma fonction existe dans l'entreprise où je suis. Sans finalement ce que je mets en place avec tout un tas de personnes chez SAP, je pense que le résultat serait pas le même et les personnes ne seraient pas engagées. Alors il y en a qui veulent pas, hein, et il faut absolument que ce soit basé sur du volontariat, parce que comme tu l'as dit, on, on utilise quand même effectivement leur compte personnel, mais on leur donne les moyens, on leur explique l'avantage pour eux. Ça n'est pas seulement un avantage pour la société, c'est toujours pareil. Quand on se positionne à l'extérieur, on vend aussi ce qu'on est, hein, et sa marque personnelle au sein de l'entreprise. On vend un savoir-faire, on montre des tas de choses. Donc il faut prendre le temps et mettre les moyens de le mettre en place. Moi, par exemple, quand je l'ai fait quand j'ai démarré, hein, j'ai pris les 2 pays les plus compliqués. Hein, moi, je le fais pour le monde entier. Et j'ai dit, je vais le tester en France, hein, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'emmerdeurs, hein, on va le dire. Et puis, j'ai pris l'Allemagne, parce que l'Allemagne sont très à cheval sur les règles. Et effectivement, en Allemagne, quand je leur ai dit, voilà, on va déployer un certain nombre de licences LinkedIn, j'aimerais bien commencer à former toute la force commerciale. Et les managers m'ont dit non, d'abord, on veut comprendre. Nous, on n'utilise pas LinkedIn, on utilise Xing. Et à quoi ça sert ton truc? Donc, il a fallu que je montre patte blanche et Donc après, chaque entreprise a sa manière de fonctionner et va mettre en place des stratégies différentes. Ce qu'il faut, c'est convaincre, c'est montrer que c'est utile. Un commercial ou même un manager commercial, il est pragmatique. S'il voit qu'il va gagner du temps, mieux cibler ses clients, créer une vraie relation, qu'il va être aidé pour ça, il n'est pas stupide, il va y aller, il va le faire, il va demander des conseils,
Et voilà, ça va se passer. Ça demande un petit peu de temps, ça se fait pas en 5 minutes, parce que quand je fais mes formations, ils me disent « Ouh là là, mais comment je vais faire pour faire tout ça ?» Alors, je leur dis, on va avancer étape par étape. Il y a des grandes étapes avant même de commencer à parler de contenu. Et puis, il y a les quick wins, hein, les commerciaux adorent les quick wins, des choses qui marchent très vite, hein, qui permettent de dire, bon, ben voilà, le changement, il est efficace. Mais c'est ce qu'on demande d'ailleurs aux forces commerciales. On leur demande d'avoir des choses qui fonctionnent très rapidement et puis de mettre en place aussi des stratégies à long terme qui vont permettre de construire le pipe et d'avoir une vue à long terme de ce qui va être fait au niveau business. Donc, la démarche est la même. Alors, dans les réseaux sociaux, et plus particulièrement, on se focalise aujourd'hui sur LinkedIn ou est-ce qu'on élargit aux autres réseaux, Sylvie? Alors ça, c'est toujours la grande question. Évidemment, LinkedIn est le plus gros réseau social mondial, hein. Maintenant, ils ont atteint 1 milliard de membres, 1 milliard de professionnels. Donc, c'est incontournable, hein, il faut y aller, il faut être sur LinkedIn. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres réseaux qui sont utilisés notamment par une population un petit peu plus jeune, hein, qui arrive dans le monde du travail, qui deviennent des décideurs, hein, qui ont 30, 35 ans et qui ont finalement grandi avec les réseaux sociaux. Donc, la réponse sera « allez où vos clients sont ». C'est très simple, c'est définir l'audience à laquelle on s'adresse et de regarder où ces personnes sont inscrites, où elles communiquent. Et un jour, j'ai rencontré une directrice de la communication d'une assurance qui m'a dit « Moi, Sylvie, j'utilise pas LinkedIn. Je communique uniquement sur Twitter. » Bon, bah, si on veut atteindre ce genre de personnes, il va falloir aller sur Twitter et communiquer sur ce média. Vous avez des sociétés qui sont plus dans le monde peut-être graphique, qui vont être plus présents sur Instagram, des jeunes qui sont sur TikTok. On peut communiquer très sérieusement sur TikTok en faisant des vidéos très intéressantes sur TikTok. Et il y a beaucoup de contenu professionnel sur TikTok maintenant qui circule. Donc voilà, donc tout ça est une question de à qui je veux parler. Auparavant, par le passé, on voyait si les clients adoraient jouer au golf et on faisait du business sur des terrains de golf. Bah là, on va faire peut-être un peu plus de premiers contacts et de relations sur les réseaux sociaux, là où les clients sont présents. Donc, on commence, nous, beaucoup par LinkedIn, hein, parce que déjà, la maîtrise de LinkedIn est importante. Après, la démarche est à peu près la même sur d'autres réseaux sociaux. Le principe n'est pas comment je vais utiliser un réseau social. Le principe est quel est le comportement que je vais avoir sur un réseau social et quel est l'usage que je vais avoir. Après, on peut le faire n'importe où. C'est ce que j'ai dit aux Allemands et ça a marché. Alors avec LinkedIn, il y a aussi cette spécificité de pouvoir, à travers les outils avancés comme Sales Navigator, de pouvoir cibler de façon très précise une audience, ce qui est plus difficile quand on est sur Insta ou sur TikTok, où les audiences sont plus larges. Tu parlais de quick win et de vaincre les résistances initiales, donc tu nous as illustré ça avec le calmant. Est-ce que tu as des exemples de quick win qui peuvent achever de convaincre une organisation qui est un peu réticente? Bah oui, on parle de Sales Navigator, typiquement. Sales Navigator, ça permet quand même d'avoir plus de visibilité sur ce qui se passe sur LinkedIn, notamment de ne voir et de ne suivre que les informations qui viennent d'une audience qui nous intéresse pour faire du business, alors que dans LinkedIn.com, on a tout un flot d'informations et on doit trier. Là, on a plus d'informations, on peut réagir à certaines informations et écrire à des personnes avec lesquelles on n'est pas connecté. Donc, rentrer en contact directement en partant d'un élément que eux-mêmes ont partagé, donc ce qui permet finalement de ne pas partir de rien, d'avoir un contact intelligent, un contact qui va être utile. Après, on peut créer des listes. Sales Navigator donne plein d'avantages et ça donne aussi de la visibilité sur les personnes qui vont venir voir qui nous sommes, hein, puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose dans LinkedIn,
les personnes viennent voir, mais qui est cette personne qui me parle? Donc, qui est cette personne qui partage ce contenu? Qui est absolument merveilleux, hein, on va dire ça. Donc en fait, on voit exactement quelles sont les personnes qui sont venues sur notre profil. Et là aussi, on peut très bien les contacter en disant je viens de voir que vous êtes venu sur mon profil, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Et la conversation s'engage. Donc ça permet de créer une relation qui ne part pas de rien, en fait. Hein, quand on parle de prospection, on parle beaucoup de cold calling, donc de prospection téléphonique. Qu'est-ce qu'on perd comme temps quand on fait de la prospection téléphonique? C'est important d'arriver à accrocher la personne qu'on a en face de soi, et c'est quand même plus facile sur un réseau social de partir de quelque chose qu'ils ont dit, qu'ils ont écrit, qu'on a lu dans la presse, qui a été poussé finalement par l'algorithme et qui nous permet de nous concentrer sur la personne, de montrer qu'on s'intéresse à elle et à son propre succès. Et elle va réagir en disant ah bah oui, effectivement, je cherche à faire ça. Et de fil en aiguille, on va arriver peut-être à une conversation plus business grâce à cet élément. Moi, je suis très, très chassée aussi. Je le vois dans le sens inverse. Je reçois des appels toute la journée sur mon mobile, des emails. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Je ne lis même pas. Mais si je reçois un message qui est très personnalisé, qui me concerne moi et qui concerne mes propres objectifs, je vais quand même dresser l'oreille parce que je me dis, tiens, cette personne va m'être utile et va m'aider. Et toute vente, finalement, devrait commencer comme ça. Donc, finalement, pour des chefs d'entreprise ou pour des managers, c'est intéressant que leurs équipes soient capables de faire ça et finalement d'aller plus vite dans la relation grâce à ces moyens-là. Donc réchauffer la relation finalement avant de rentrer directement en contact. Il y a un sujet qui est clé pour réchauffer cette relation, c'est aussi de créer son contenu. On peut aller chercher, réagir à du contenu qui est posté par le client. On peut aussi créer du contenu pour l'entreprise ou au niveau individuel. À une certaine époque, il y a eu une grande mode des plateformes d'employé advocacy, donc des plateformes qui permettent d'industrialiser la diffusion de contenu auprès des collaborateurs, du contenu qui est créé par le département communication de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est de ces plateformes? Où est-ce qu'on en est, premièrement, d'un point de vue technique? Est-ce que les plateformes les réseaux sociaux acceptent toujours cette automatisation? Et où est-ce qu'on en est de l'efficacité et de la diffusion de ce type de plateforme? Oui. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est utile si on éduque les personnes à les utiliser. D'abord, une plateforme d'employé advocacy, c'est utile si ce n'est pas seulement la communication qui partage de la communication. Dans une entreprise, vous avez tout un tas d'experts. Comme tu l'as dit, on peut créer son propre contenu. Donc, on peut très bien décider de partager ce contenu avec le reste des employés de l'entreprise. Et là, la plateforme d'employé advocacy a son rôle, puisqu'elle permet justement de récupérer ce contenu et de le diffuser au reste des employés. Donc, nous, chez SAP, c'est ce qu'on fait. On a une plateforme avec des catégories, des sujets, et n'importe qui peut proposer un contenu. Alors après, il y a des rédacteurs en chef de chaque catégorie qui choisissent de publier ce contenu ou pas sur la plateforme, mais ça permet à n'importe qui de contribuer. Donc, c'est un lieu de partage, et donc c'est assez facile d'aller chercher un contenu. Ensuite, dans l'utilisation du contenu, l'automatisation n'est pas complète. Ce qui est important, c'est de personnaliser, c'est de ne pas partir d'une page blanche. Donc, on récupère un contenu, on se dit, tiens, ce contenu va être intéressant pour ce que je veux faire et pour l'intérêt des personnes auxquelles je m'adresse. Et je vais personnaliser avec mon propre texte. Pourquoi je partage ce contenu? Pourquoi ça va vous être utile? C'est vraiment important de mettre ses propres mots. Un contenu qui est partagé sans texte ou sans personnalisation, c'est comme si je vous donne un livre à lire et je vous explique pas pourquoi. Voilà, c'est pareil. Donc, tous les contenus, on devrait dire, voilà, je viens de lire cet article,
c'est incroyable, ça m'a donné des idées et peut-être vous, ça peut vous donner des idées. Enfin voilà, c'est expliquer pourquoi on partage un contenu. Ensuite, ce qui est intéressant dans une plateforme d'employé advocacy, c'est qu'on peut définir des dates de diffusion. Donc, on peut préparer un certain nombre de posts à l'avance, ce qui pour certains est pratique parce qu'ils vont se dire, tiens, je vais passer une demi-heure tel jour et je vais préparer 2-3 posts. Et évidemment, je ne vais pas les diffuser toute la même journée. Ou alors, ils savent que un dirigeant va participer à un événement et il se dit, ben voilà, je vais préparer des posts 2 semaines avant l'événement, 1 semaine avant l'événement, etc. Et donc, il va pouvoir les planifier. Et ça va permettre de structurer finalement la diffusion de contenu. Après, vous avez des personnes qui préfèrent être spontanées et partager jour après jour, ou des personnes qui vont à la fois planifier des choses et en même temps être spontanées et prendre une photo sur un lieu, mettre un commentaire et le partager tout de suite. Donc, je pense que c'est un outil qui est très intéressant pour faciliter et éviter l'effet page blanche. Après, il y a des réflexes qui se prennent. J'ai formé un grand dirigeant chez nous qui s'adressait au monde de la banque et de l'assurance, qui était general manager de toute la stratégie banque et assurance, qui n'y connaissait rien du tout au début, donc je l'ai énormément accompagné. Et après, il m'a dit, j'ai pris des réflexes avec toi. En fait, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je regarde le matin, et puis je commençais à réagir. Donc voilà, donc ces plateformes-là, c'est vraiment les roulettes du vélo. Hein, ça va permettre au début de pouvoir être aiguillé et être aidé. Désolée, je suis un peu longue. Et quel est le rôle de contrôle de ces plateformes? Est-ce que c'est juste des suggestions de contenu, donc les plateformes jouent un rôle d'agrégateur de contenu créé par différents collaborateurs de l'entreprise, qui sont à la disposition de chacun, qui peut ensuite les republier. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que ça sert également à mesurer l'impact? Qu'est-ce que tu retires, toi, à ton niveau de global lead, de ces plateformes comme vision Ouais. synthétique? Alors, c'est sûr qu'il y a un leaderboard. Déjà, on voit, il y a un classement de ceux qui utilisent la plateforme. Bon, ça joue sur le côté j'aime le challenge quand je suis dans un rôle commercial. Je veux être le meilleur, etc. Donc, il y a une petite gamification finalement dans l'utilisation de ces plateformes. Après, il y a une mesure de l'utilisation des contenus. Ça permet de voir aussi les contenus qui marchent et ceux qui ne marchent pas, selon leur utilisation. Moi, je pense que le travers de ces contenus, c'est que souvent, quand c'est la com ou le marketing qui partagent, sont des contenus très propres, avec des belles photos, etc. C'est presque trop parfait pour Trop marcher. parfait. Pas assez authentique, quoi. Voilà, exactement, pas assez Ouais. authentique. Donc, franchement, je pense que c'est bien de s'en servir au début, c'est bien de s'inspirer sur, par exemple, ça donne des idées peut-être de sujets, de contenu, et de se dire après, je vais mettre ma propre patte. Et dans les plateformes d'employé advocacy, on peut aussi créer son propre contenu et le planifier. Donc, on peut dire, voilà, je vais prendre l'article dont parle ce contenu, mais je vais mettre ma propre image ou je vais mettre mon propre texte et puis je vais le planifier grâce à l'outil. Il y a vraiment plein d'utilisations de ces outils, mais je pense que c'est vraiment utile parce que après, on voit tout un tas de travers dans les entreprises de gens qui vous abreuvent d'emails avec j'ai partagé tel contenu, qui mettent le lien, s'il vous plaît, allez liker, etc. Alors déjà, l'algorithme de LinkedIn déteste ça. Donc, il va repérer en fait que vous arrivez directement sur le contenu et que vous êtes venu liker simplement pour aider votre Collègue. collègue, voilà. Donc voilà, donc l'employee advocacy est vraiment un moyen de faire ça différemment et puis de mesurer vraiment l'impact. Absolument.
on arrive à la fin de cette demi-heure, ça passe tellement vite. Quel conseil tu pourrais donner à un dirigeant qui veut démarrer, qui aimerait bien être comme Pascal Demurger ou Michel-Édouard Leclerc, mais qui ne sait pas encore très bien comment faire, comment engager son organisation? Quels sont les conseils de pro que tu pourrais lui donner? Et peut-être si tu peux nous donner une métrique qu'il faudrait suivre pour être plus efficace et pour bien accompagner le progrès de son entreprise sur le sujet du social selling. Alors, un leader qui veut démarrer, déjà, il doit démarrer pour lui-même, parce que encore une fois, il doit être engagé. Il y a vraiment 4 grands piliers à suivre. La première, c'est son personal branding, c'est-à-dire montrer qui on est, quelle est sa personnalité, ce qu'on veut. Donc, bien définir ça. Parce que finalement, il y a l'effet professional fan club. Hein. Les gens adorent voir Michel-Édouard Leclerc s'exprimer. Bon, lui, il est connu, mais en fait, on crée sa propre influence et sa propre visibilité. Et les gens aiment bien vous suivre dans le monde professionnel. Donc, créer sa marque, expliquer qui on est, ce qu'on veut, où on va, comment on va aider ses clients, comment on comprend les tendances du marché dans lequel on évolue. Enfin, voilà, ça c'est important. Le deuxième pilier, c'est à qui on parle. Donc, est-ce que mon réseau est prêt pour parler à ces gens? Est-ce que je dois aller les chercher? Donc, il faut constituer ce réseau, parce que si le réseau n'est pas là, et même si on parle merveilleusement bien, c'est comme si on parlait à une salle qui est vide. Donc, ça n'a pas d'efficacité. Le troisième pilier, c'est vraiment l'écoute, c'est-à-dire se dire, je vais aller écouter ce que mes clients racontent pour répondre finalement aux interrogations de mes clients. Donc après, l'écoute, elle se fait par le réseau social ou par d'autres moyens, mais ça, c'est très important. Et le quatrième pilier, c'est enfin, je vais partager du contenu. Alors moi, j'aime pas le mot partage du contenu parce que c'est très unidirectionnel. Moi, ce que j'aime, c'est créer des conversations. C'est-à-dire qu'on partage des choses pour avoir des réactions, pour que les gens, donc on peut poser des questions, on peut partager quelque chose qui va créer une discussion. Et ça, c'est intéressant. Et après, donc il faut se former soi-même à faire ça. Et puis après, pour le déployer dans l'entreprise, il faut en expliquer les bénéfices. Il faut l'intégrer aussi à la vie de l'entreprise. Les réseaux sociaux sont une chose, comme le téléphone est une autre chose, comme l'email est une autre chose. Donc, par exemple, dans une réunion d'équipe, on va intégrer le fait que avant une visite client, on a bien été voir quelle était la présence du client sur le réseau social, ce qu'il avait partagé, ce qu'il avait fait dans la vie. Ça permet de préparer en fait la réunion. Moi, j'ai eu un appel une fois d'un ami à moi avec lequel je suis connectée, qui m'a dit, Sylvie, je vois que tu es connectée à ce CFO de telle entreprise, j'ai rendez-vous avec lui dans 15 jours, est-ce que tu le connais bien? Oui, je le connais bien. Et il me dit, j'ai plein de questions à te poser, qu'est-ce qu'il aime pas, comment je peux présenter, est-ce que j'utilise des slides, est-ce qu'il est très rapide, est-ce qu'il aime les détails, est-ce qu'il faut au contraire que je fasse une présentation et que je le laisse poser des questions. Ça, c'est de l'or, en fait, hein, c'est vraiment de l'or. Et donc ça a commencé grâce au réseau social. Je vous ai dit, oui, juste pour terminer très vite, c'est qu'au début, je vous ai dit, il faut donner envie. Et le rôle du leader, c'est de donner envie à ses employés d'utiliser les réseaux sociaux et de montrer l'utilité. Et la preuve, c'est que j'ai fait 10 ans de formation. Je les traînais en formation, je les menaçais pour participer aux formations. Et sur les réseaux sociaux, on leur a tellement montré à quel point ça pouvait être utile pour eux, avec des résultats, qu'ils me suppliaient de les inscrire en formation. Donc, j'ai eu l'effet totalement inverse. Donc, c'est incroyable. Voilà.
Donner envie, donner envie. On va terminer sur cette merveilleuse Ouais. phrase. En tout cas, tu nous as donné envie de nous plonger encore plus dans LinkedIn pour ceux qui ne sont pas encore parfaitement adeptes. Un immense merci. Est-ce que, une question qu'on pose à tous nos intervenants, il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Sylvie? Alors, oulala, j'en ai donné hier, je vous en ai donné quelques-unes hier. Alors, si Euh, tu veux, Jules l'a mis sur alors, il a Insta. choisi, je lui en ai donné plein. Effectivement, j'aime bien celle-là. Et ça remonte au 19e siècle, hein, donc finalement, l'histoire est toujours la même. C'est important d'être visible, de montrer ce qu'on fait. J'adore cette formule parce que finalement, euh, parfois on n'aime pas être sur la sellette, on n'aime pas qu'on parle de nous, on n'aime pas qu'on nous critique, mais finalement, même si on nous critique, on a la possibilité de répondre, d'être pertinent, de montrer son expertise et de donner envie finalement à ses clients de travailler avec nous. Est-ce que Voilà. tu peux nous la lire, Sylvie, parce que certaines personnes sont juste en podcast? Alors, s'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est assurément d'être quelqu'un dont on ne parle pas. D'Oscar Oscar. Wilde, dont on fête aujourd'hui, je crois, l'anniversaire de la mort. Voilà, donc c'est une citation qui tombe à point nommé. Un immense merci Sylvie. Pour aller plus loin, quelques idées. Bien sûr, une référence qui était déjà extrêmement bien structurée, informée, qui date de 2015, le social selling expliqué à mon boss, écrit en coopération avec Hervé Cabla. Maîtriser LinkedIn de Bruno Friedlansky, quatrième édition également aux éditions Kawa, le même éditeur qui te publie. Social Saying, là on passe du côté américain, Techniques to Influence Buyers and Changemakers de Timothy Hughes, et puis un ouvrage du gourou du personal branding, du grand gourou du personal branding qui s'appelle William Arruda, qui a été publié en 2019, qui est vraiment un ouvrage de référence pour tous ceux qui sont intéressés pour travailler plus précisément leur personal branding à l'ère du digital. Voilà, merci à tous de votre présence. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions. Et pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Charlotte Dennery, qui est CEO de BNP Paribas Personal Finance, qui va nous parler de réinventer la banque. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette masterclass qui promet d'être de très haut niveau. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur GoToWebinar et Sylvie se fera un plaisir de vous y répondre. Est-ce que Jules, on a quelques auditeurs, quelques questions de nos auditeurs? Oui, on a une question d'un auditeur. Conseillez-vous de garder sa liste de relations à jour, quitte à se séparer de contacts anciens qui ne sont plus pertinents ou alors dont on a un peu oublié la pertinence? Oui, c'est une excellente question. La réponse est oui. C'est bien. Alors notamment, par exemple, si on a des personnes qui sont devenues concurrentes et on n'a pas envie que ces personnes puissent voir ce que l'on partage, le réseau doit être de qualité. C'est important. C'est important de tout ça parce que plus on a un réseau important et plus l'algorithme va décider tout seul finalement de diffuser ce contenu à des personnes qui peut-être en fait n'ont aucun rapport avec ce qu'on commercialise ou ce qu'on fait. Donc c'est important d'avoir une bonne qualité de réseau et de faire le ménage de temps en temps. Finalement, je ne sais pas si vous savez, mais sur LinkedIn, quand vous avez des personnes qui vous demandent à entrer en contact, même si vous n'acceptez pas cette demande, ce sont des personnes qui deviennent des followers. Donc, ils recevront des communications, mais ils n'auront pas la même relation avec vous que s'ils sont connectés. Très bien. Léa demande, je travaille comme community manager pour un géant du luxe et le rythme des postes est assez intense. Auriez-vous des conseils pour mieux s'organiser? Alors là, on parle de poste de la marque, j'imagine.
C'est ça. Ce qui est moins mon expertise, hein, mais je pense qu'un community manager, bon, bah, c'est son job. Il a un certain nombre de modèles qu'il peut utiliser. Il écrit vite. Il y a des réflexes. On écrit de plus en plus vite. Hein, on fait les choses de plus en plus rapidement. On sait où trouver les informations de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est une question d'organisation. Puis après, il faut savoir limiter son temps ou démultiplier les personnes qui interviennent. Mais encore une fois, on sort du social selling. Hein, on part vraiment d'une communication de la marque, ce qui est très différent du sujet d'aujourd'hui. Parfait. J'ai Jean-Marie qui demande, je suis agent d'assurance indépendant et je trouve assez de clients sans LinkedIn finalement. Pour quelles raisons devrais-je m'y lancer? Bah, pour en trouver encore plus et puis peut-être aller jouer au tennis au lieu de passer son temps à communiquer avec ses clients. En fait, c'est marrant cette réflexion parce que je l'ai eue avec Israël. Israël est un tout petit pays et les commerciaux et les managers d'Israël m'ont dit mais nous, on connaît tout le monde, j'ai pas besoin de réseau. Et en fait, on est allé, j'ai dit ah bon, tu connais tout le monde, alors c'est quoi tes comptes? Allez, on va voir. Et puis on a été chercher avec LinkedIn. On a trouvé un certain nombre d'interlocuteurs. Je dis lui tu le connais, et lui tu le connais, et lui tu le connais. Il me dit ah non, tiens, je savais pas. Donc en fait, ça permet quand même de découvrir un certain nombre. Alors après, si vous adressez à une clientèle B2B, ça permet de découvrir plus d'acteurs et peut-être d'aller plus vite et peut-être d'augmenter le nombre de contrats. Après, si c'est grand public, je pense que c'est encore beaucoup plus nécessaire parce que ça fait venir les gens. Voilà. Après, si le nombre de clients vous satisfait, à ce moment-là, il y a pas de souci, c'est peut-être pas la peine. J'ai une dernière question, Monsef qui demande, dans le cadre d'une entreprise libérée, donc je pense qu'il parle du management, pensez-vous qu'il reste pertinent pour le CEO de communiquer sur les réseaux sociaux? Bah, c'est toujours pertinent que tout le monde communique, que ce soit le CEO et autres. Déjà parce que la communication d'une personne dans l'entreprise est 75% plus efficace qu'une communication corporate. Donc, les employés, c'est important. Le CEO, de toute façon, a une visibilité qui est supérieure, donc c'est aussi important. On ne comprendrait pas que les employés s'expriment et que le CEO ne s'exprime pas. C'est quand même aussi une partie de son rôle. Après, la voix des employés, justement, ça nivelle la hiérarchie de pouvoir parler comme ça et d'être peut-être aussi visible que son CEO. Moi, j'ai coaché un grand leader qui est maintenant un conseiller de notre CEO, hein, qui est donc vraiment qui travaille avec le board. Et on a travaillé ensemble et on a eu une compétition parce que j'avais plus de followers que lui. Et donc il était très vexé parce que il me disait non, toi tu es plus célèbre que moi et il faut que ça change. Donc on a travaillé avec lui, je l'ai aidé dans cette compétition. Finalement, j'ai fait en sorte qu'il me dépasse. Il vient de me dépasser là récemment. Et donc en fait, ça nivelle, ça rend tout le monde visible et tout le monde a sa voix. Donc dans une société qui est un peu plus collaborative, bon, bah, finalement, ça a du sens que tout le monde communique, mais évidemment aussi le board de l'entreprise. S'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est assurément d'être quelqu'un dont on ne parle pas. Et assurément, on va parler de toi et on va continuer à parler de toi et de cette masterclass. Sylvie, un immense merci. Tu nous as, comme tu dis très bien, donné envie d'approfondir ces stratégies de social selling, d'être toujours plus authentique, plus engagé, plus efficace, pas simplement seul en tant que leader communicant de son entreprise, mais également avec toutes les équipes, avec les bons outils, la bonne stratégie. Un immense merci Sylvie Lashkar, Global Social Media Lead chez SAP et autrice de Le Social Selling expliqué à mon boss. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Charlotte Dennery, CEO de BNP Paribas Personal Finance, pour parler de réinventer la banque. Bonne journée à tous.